Et pour notre Zoom du jour, nous recevons Jean-Michel Thouvenin. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Michel Thouvenin, vous êtes colonel à la retraite de l'armée de terre, vous êtes essayiste, romancier et vous venez aujourd'hui nous présenter cet ouvrage « Vivre ensemble à en mourir », essai sur une imposture sémantique, c'est chez les éditions Osmose. En quoi justement, Jean-Michel Thouvenin, cette expression « vivre ensemble » est une imposture sémantique ? C'est une imposture sémantique dans la mesure où l'expression est très forte et ne veut absolument pas dire ce qu'elle dit. Dans Vivre ensemble, on imagine quelque chose d'un petit peu religieux, voire même un peu sacré. C'est une expression que l'on va employer pour un couple qui va s'unir devant Dieu. Que veulent dire les gens qui emploient cette expression sans discernement ? Ils veulent tout simplement dire vivre, partager certains actes quotidiens de la vie en bonne intelligence et en bonne concorde. Donc en fait, il y a une expression extrêmement forte pour quelque chose qui s'apparente un peu au code de la route pour les gens qui emploient la même voiture. Ça, c'est la première raison. La deuxième également, et qui est extrêmement gênante, c'est que ça laisse entendre que les gens sont bien assortis pour vivre ensemble, et deuxièmement qu'il y a un consentement mutuel. Je ne suis pas du tout convaincu qu'actuellement, dans la société française, il y ait consentement mutuel avec un tel mélange de gens, de civilisations différentes, de valeurs différentes, de repères différents. Donc c'est une imposture parce qu'on emploie une expression extrêmement belle. Il ne viendrait à l'esprit de personne aujourd'hui de critiquer vivre ensemble. Qui peut aller contre le vivre ensemble ? Et pourtant, de quoi s'agit-il vraiment ? Oui, c'est une bonne intention. Donc, en fait, dans le fond, comment peut-on aller contre de bonnes intentions ? En fait, comment contre-argumenter, comment lutter contre ce vivre ensemble, ou en tout cas le critiquer sans être taxé de réactionnaire, de fasciste, etc. Enfin... Eh bien, précisément, en l'analysant comme je l'ai fait, en montrant déjà que, par le premier chapitre, que nous avons un héritage de haine, qui n'est pas toujours terminé. Je prends certains exemples sans tout décrire le premier chapitre, mais il est bien évident qu'il y a encore des blessures de l'histoire qui continuent. On va justement les évoquer. Et ces expressions, donc cette expression de vivre ensemble, c'est, vous dites, l'expression alibi des intellectuels qui veulent faire diffuser leurs idées. Pour vous, c'est vraiment les intellectuels. Cette expression, c'est une expression des intellectuels en vogue. Tout à fait. Ils sont très forts. Les intellectuels en vogue, la bonne intelligentsia bien pensante, a l'art de la formule. On sait très bien que les mots peuvent tuer la pensée et la pensée peut tuer les mots. En l'occurrence, ils ont toujours des expressions. IVG. Interruption volontaire de grossesse. Évidemment, le mot infanticide n'est pas génial. Partenaires sociaux. Mais quelle imposture. Partenaires sociaux, c'est une plaisanterie. Bon, on a le mot partenaire qui laisse entendre que les gens sont d'accord. Et puis il y a le social. Il y a des négociations, en tout cas. Voilà. Non. Donc, vivre ensemble s'apparente un petit peu à ces expressions alibi qui veulent dire de très belles choses pour faire passer une vérité sordide. Et la vérité, elle est sordide. Les gens ne sont pas prêts à vivre ensemble comme on voudrait qu'ils le fussent. Alors justement, pour faire tenir ce concept de vivre ensemble, ces intellectuels ont souvent recours à ce qu'ils appellent les valeurs de la République. Pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas leur attribuer un caractère sacré à ces valeurs de la République ? Parce que les valeurs de la République, parce que pour qu'elles soient sacrées, il faudrait qu'elles fassent référence à quelque chose d'au-delà de l'homme. Or, notre République laïque et souvent laïcarde rejette toute notion supérieure à l'homme. Donc on ne peut pas parler de sacré lorsque ce qui était bien hier devient mal demain, selon les caprices du peuple et selon les caprices de l'intelligentsia dirigeante. Il n'y a rien de sacré. Comment peut-on parler de fraternité sans une paternité commune ? Or, la paternité commune, me direz-vous, ça peut être la patrie, mais quand justement cette même intelligentsia rejette la patrie, voire même stigmatise ceux qui s'en réclament encore, et j'en fais partie, on ne peut plus parler de sacré. Les valeurs de la République n'ont rien de sacré, elles sont exclusivement humaines et donc, par essence, versatiles. Et en plus violente, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, vous expliquez bien que la République, via la Révolution française, s'est imposée dans la haine, carrément. Dans la haine et le sang, et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que tout le monde est comme un seul corps derrière la République, c'est faux. On ne parle pas de ceux qui ne la reconnaissent pas, mais il y a encore des milliers et des milliers de gens qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs sacrées, je mets volontairement des guillemets, de la République, parce qu'ils savent très bien
en sont les origines. Les origines de la République, c'est quand même cette révolution déicide et régicide. Et génocidaire. Et génocidaire. Alors pareil, je fais naturellement allusion à ce génocide franco-français. La République donneuse de leçons va stigmatiser le génocide arménien, naturellement la Shoah, bien évidemment, mais jette un voile pudique sur le génocide franco-français avec exactement les mêmes abominations. Et ne parlons pas du nombre de morts. Un génocide ne se juge pas au nombre de morts, il se juge avec l'intention, sur l'intention de faire disparaître une portion de l'humanité. C'est ça qui est important. Qu'il y ait eu 300 000 morts ou 600 000 morts pendant la guerre de Vendée, je veux dire, c'était pas important. C'est monstrueux de dire c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Oui, donc à partir de ce moment-là, comment invoquer le vivre ensemble quand, à la base, dans l'établissement de cette République, il y a eu des massacres tels et une haine, en tout cas, et comment ces républicains vont accepter de vivre avec des gens qui ne partagent pas leurs idéaux républicains? Mais précisément, face aux monarchistes. Exactement, et les républicains, dès le début, on vient de faire allusion aux guerres de Vendée. Rappelons-nous bien qu'à un moment donné, ils voulaient faire disparaître complètement la Vendée de la carte de la France. Et déjà, la notion du grand remplacement, vous allez dire que je fais du mauvais esprit, mais cette notion de grand remplacement, on va remplacer ces Vendéens par de bons sans-culottes. Je cite effectivement ce général qui a dit cela à la Convention. Remplaçons tous ces gens que nous sommes en train d'exterminer par de bons sans-culottes. On peut vivre ensemble une fois qu'on a éliminé ses adversaires. C'est facile. Jean-Michel Thouvenin, vous évoquez dans votre ouvrage les principaux moments de l'histoire de France qui ont pu être critiqués ou en tout cas mal présentés par certains historiens, les croisades, la réforme, l'esclavagisme, la guerre d'Algérie, ces historiens que vous appelez d'ailleurs les négationnistes de l'histoire. Ces gens-là, pourtant prompts à soutenir le vivre ensemble, sont toujours enclins, par leur vision, par leur volonté de diffuser leurs idées, d'attiser les tensions communautaires. Par exemple, quand ils parlent de la guerre d'Algérie, il y a cette vision du mauvais blanc qui a voulu empêcher ces peuples d'accéder à la souveraineté. C'est tout à fait cela. Et c'est ce qui est absolument révoltant. Il y a une sorte de conjuration contre la France traditionnelle, la France chrétienne, la France qui a donné ses valeurs, qui reste d'ailleurs dans les valeurs certaines valeurs de la République, sauf qu'elle ne veut pas les reconnaître à Jésus-Christ. Elle voudrait que ces valeurs fussent exclusivement humaines. Mais on voit bien que ce qui fait la mentalité, les valeurs fondamentales de la France, et y compris pour la République parfois, ce sont les valeurs chrétiennes. Sauf que ces gens-là ne le veulent pas. Donc stigmatisent systématiquement le méchant blanc catho, et lui attribue des crimes qu'il n'a pas connus. Rappelez-vous la polémique vis-à-vis de la colonisation. Peut-on dire que la colonisation n'a fait que du mal? Certes, il y a eu quelques grandes familles qui se sont enrichies de façon pas toujours très louable, mais la France et les pays colonisateurs ont apporté énormément de choses à des pays d'ailleurs qui n'ont même pas eu le temps de goûter à cette fameuse indépendance qu'on leur a offerte alors qu'ils n'avaient pas encore atteint la maturité. C'est extraordinaire. Il en va de même du racisme. Le racisme serait donc exclusivement de la part des Blancs. J'ai vécu 20 ans à Paris, je sais cruellement que ce n'est pas du tout la situation. Donc il faut cesser de cette repentance avec laquelle on essaye de nous anesthésier. Il faut prendre l'histoire, reconnaître ce qu'il en est. Je consacre une bonne partie au passé négrier. Nous devons l'assumer. Il est de fait que la population héritière les immigrés d'origine africaine souffre encore de cette... Ils en parlent encore comme nous parlons du génocide vendéen. Ouais. C'est tout à fait légitime. À nous de l'assumer, mais pour l'assumer, il faut déjà le reconnaître. Alors on va justement évoquer cette reconnaissance par un biais que vous évoquez dans votre ouvrage, Jean-Michel Thouvenin, mais je voulais justement revenir sur ce paradoxe. Comment expliquer que ces historiens prônent le vivre ensemble tout en en mettant à mettre de l'huile sur le feu, en exposant l'histoire selon un point de vue qui attise les tensions communautaires. C'est bien pour ça que c'est une imposture. Ils prônent un vivre ensemble dans lequel ils ne croient pas, sauf à
nous éliminer, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ont le front de ne pas penser comme eux, ou alors nous éduquer, ce qui est encore d'une fatuité extraordinaire. Quand on entend ces gens dire « Ah oui, effectivement, il y a encore un gros travail d'éducation. Quand on ne pense pas comme eux, c'est qu'on est mal éduqué. Donc c'est une imposture justement à ce niveau-là. Vivre ensemble, oui, mais à condition d'éliminer ses adversaires. C'est très facile de vivre ensemble uniquement entre gens qui s'aiment. Je dis moi précisément que le véritable vivre ensemble, celui que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, commence par la miséricorde et le pardon. Ça va être l'objet d'une prochaine question, cher Jean-Michel Thouvenin. Pour vous, le concept de vivre ensemble est voué à l'échec, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, si on n'aborde pas la question de l'immigration avec lucidité. Mais comment aborder ce problème avec lucidité ? Eh bien, pour l'aborder avec lucidité, il faut déjà commencer par faire preuve de courage et non pas écouter les sirènes de cette bien-pensance qui voudrait accueillir toute la misère du monde, surtout en les mettant chez ses voisins, parce que nous sommes bien d'accord, la plupart de ces gens sont généreux avec le cœur des autres, mais rarement avec le leur. Il faut voir ce qu'il en est de l'immigration. Et d'ailleurs, je consacre une bonne partie à de l'analyse rapide de cette immigration, pour dire que la France est une terre d'accueil, elle a toujours été, et souvent avec bonheur. Il y a une époque où on pouvait dire que c'était une chance pour la France. Ça l'a été, ne le nions pas. Nous avons eu une immigration chrétienne, italienne, polonaise, espagnole, portugaise, travailleuse, qui s'est intégrée, mais avec bonheur dans la civilisation française, dans la société française, et qui a même tenu à cette époque-là à être français jusqu'au bout, c'est-à-dire vivre ensemble jusqu'à mourir ensemble, car c'est facile de vivre ensemble, mais ce n'est valable que si on accepte aussi de mourir ensemble. Et quand on voit sur les cimetières militaires les noms de gens qui ont donné leur vie pour la France, on voit que ce sont des gens qui ont eu à cœur de devenir français. Donc cette immigration-là ne pose pas de problème, elle avait quelque chose à apporter. Mais si, je vous vois venir, Jean-Michel Thouvenin, si cette immigration musulmane pose problème, on peut aussi rappeler qu'il y a des Français musulmans qui sont morts avec bonheur pour la France. Tout à fait. À une époque, il y a la population musulmane... Enfin, mourir avec bonheur, c'est un grand mot, mais enfin, qui sont morts, voilà, et qui ont donné leur vie pour le pays, pour la patrie. Tout à fait. Mais parce que ces gens-là, c'était encore à une époque avec une autre mentalité où la colonisation n'était pas considérée comme un crime social ou comme un crime politique ou humain, avec des gens qui aimaient réellement la France. Nos harkis sont des gens qu'il faut vénérer parce qu'effectivement, ils ont pris le risque d'aller à l'encontre de leur civilisation première, si vous voulez, en adoptant la nôtre et en plus en allant jusqu'à risquer leur vie au combat et contre leurs coreligionnaires. Bon, c'est donc une époque où c'était encore possible. Pourquoi ? Parce que la déchristianisation qui nous frappe cruellement n'en était pas au point dramatique où elle est arrivée aujourd'hui. La France était encore forte de ses convictions chrétiennes et par conséquent pouvait facilement assimiler une migration musulmane qui était par ailleurs extrêmement respectueuse. Pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui ? Non. Nous sommes assaillis par des vagues migratoires essentiellement musulmanes pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils passent par-dessus bord les chrétiens. Donc ils arrivent en masse. Ce n'est pas une immigration de travail, mais une immigration de peuplement. C'est une immigration musulmane qui vient imposer ses règles, en l'occurrence le Coran, avec la ferme intention de fabriquer des futurs électeurs musulmans. Donc, de mettre en application ce qu'ils disent, c'est avec le ventre de nos femmes que nous conquérerons ce qu'ils considèrent comme une terre d'islam, parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans qui ont mis le pied quelque part... C'est Boumedienne qui avait prononcé cette phrase. Tout à fait. Et donc, ayant mis les pieds en France, ils estiment qu'ils sont en terre d'islam et que cette terre, il faut la reconquérir. Et ils la reconquériront démocratiquement si on ne prend pas garde. Actuellement, les femmes musulmanes sont très fécondes. Ça vient de leur tradition. Ça vient également du fait que les allocations familiales, c'est très intéressant, et que ce sont des futurs électeurs musulmans, ce qui leur permettra d'avoir demain, de conquérir la France par la démocratie. Jean-Michel Thouvenin, excusez-moi, remettre en cause ou même douter du vivre ensemble aujourd'hui dans une société pourtant à la dérive, on peut le constater, je pense que personne ne s'opposera à ce constat, expose toujours à la vindicte populaire, dites-vous, mais s'agit-il vraiment d'une vindicte populaire et pas plutôt d'une vindicte médiatique avec à l'assaut les officines antiracistes, etc. Est-ce populaire ou médiatique cette vindicte quand on critique le vivre ensemble ? Je dirais qu'elle est médiatique et élitiste. Pour avoir beaucoup discuté, naturellement quand j'ai écrit ce livre, ce n'est pas sans avoir échangé et partagé avec beaucoup de personnes, généralement les gens n'ont pas poussé la réflexion.
ils acceptent avec une facilité déconcertante, une bienveillance même, un état de fait, tout en se rendant compte que ça ne va pas. Et quand on commence... Mais est-ce que c'est pas quelque part un formatage un petit peu que les gens s'imposent parce qu'ils sont terrorisés à l'idée qu'on puisse leur dire « Ah, nazi, facho, réac, comment tu peux dire ça ?» Et les gens, en fait, s'autocensurent. Les gens s'autocensurent. Et puis, il y a un phénomène qui marche toujours aussi bien, c'est l'hitlérisation de la pensée contre... Réduction ad Hitlerum. La réduction ad Hitlerum. Eh bien, ça marche toujours. Ça fait des décennies que ça marche, que la gauche a hitlérisé, ce qui est une monstruosité, un procédé absolument monstrueux, a hitlérisé toute personne qui n'était pas de son obédience, et les gens culpabilisent de penser ce qu'ils pensent. Et ça, c'est extrêmement grave dans une démocratie digne de ce nom. Comment, dans une démocratie digne de ce nom, je ne suis peut-être pas un grand démocrate. En France, au pays de Descartes. Au pays de Descartes. Comment peut-on aujourd'hui avoir honte de sa propre pensée, issue quand même de son éducation, de sa culture, de sa foi pour ce qu'il en reste, parfois. Comment peut-on intenter, ni plus ni moins, un procès aux gens pour ce qu'ils pensent? Eh bien, ils sont complexés. Et ils n'osent effectivement pas parler. En revanche, en petit comité, quand on leur commence à discuter, à leur montrer ce qu'il en est, on s'en rend bien compte. Ce n'est pas le peuple qui est contre nous. C'est effectivement une certaine élite, et naturellement une élite médiatique gangrénée par une gauche malpensante. C'est-à-dire ce qu'on appelle la bien-pensance. Et vous faites, Jean-Michel Touvenin, par ailleurs, une critique radicale du principe d'égalité inscrit dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi dites-vous que cette égalité de l'homo democraticus que vous nommez dans votre ouvrage ne peut être ni démontrée ni justifiée? Parce que cette égalité ne repose absolument sur rien, sur aucun axiome correct, à partir du moment où on supprime l'égalité devant l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une seule égalité qui soit jouable, qui soit reconnaissable, c'est l'égalité de tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur condition, quel que soit leur état, vis-à-vis de Dieu. Mais quand on ne reconnaît plus Dieu, à partir de quoi pouvons-nous dire que les gens sont égaux? La vie nous montre quotidiennement qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas, et je suis désolé, un crétin restera toujours un crétin, un imbécile restera toujours un imbécile. Ça, c'est une loi naturelle. Mais si en nombre de suffrages, c'est le crétinisme qui l'emporte, ben là, ça devient une loi démocratique. Non, l'égalité n'existe pas, sauf l'égalité devant l'amour de Dieu. Et donc, cette inégalité de fait, de talent, de discernement, de jugement, de morale, rend à mes yeux inacceptable l'égalité devant les urnes. Et en plus, cette démocratie n'est pas plus égalitaire, puisque vous critiquez la démocratie comme étant inégalitaire via le découpage électoral, le mode de scrutin, et puis également ce que vous appelez le délit d'opinion. Vous parlez de hauts démocrates et de bas démocrates. Tout à fait. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir une opinion en public et d'autres qui doivent se taire, ou en tout cas qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale comme il se devrait. Tout à fait. La démocratie se nie elle-même. La démocratie se nie elle-même puisqu'elle tire sur sa propre base. Regardez l'emploi, d'ailleurs on commence à y revenir un petit peu, je crois que M. Emmanuel Macron lui-même a pris la mesure de l'imposture, encore une imposture sémantique, mais j'aime bien cela, le populisme. Mais populisme a exactement la même origine sémantique que populaire. Donc le populaire c'est bien, mais le populisme ce n'est pas bien. Donc on intente un procès aux gens pour ce qu'ils pensent. Parce que ne nous trompons pas, dans le populisme, il y a effectivement le besoin d'abaisser, de dénigrer. Donc il y a des gens qui pensent bien et qui votent bien, des gens qui pensent mal et qui votent mal. Autant, comme je l'ai dit dans mon livre, en revenir directement à l'aristocratie. Au moins ça a le mérite d'être clair. Il y a une casse qui va bien, et puis allez, ces braves populistes à qui on a donné le droit de vote, quel dommage qu'on leur ait donné quand même. Vous vous rendez compte de ce qu'ils en font? Quelle horreur. Non, ce n'est pas supportable dans une démocratie digne de ce nom. Donc il y a effectivement, à mes yeux aujourd'hui, une démocratie à deux vitesses. Il y a les hauts démocrates et les bas démocrates, ce qui est un non-sens par excellence. Et d'ailleurs, à propos de démocratie, vous vantez les mérites de cette démocratie d'ancien régime, Jean-Michel Touvenin. Vous citez le cas de cette France au passé catholique et royal, et vous appelez même de vos voeux le retour de cette monarchie en France. Mais comment ça peut arriver selon vous? Alors bien sûr, là, on est un petit peu dans l'utopie, vu les circonstances d'aujourd'hui. Comment pourrait-on y revenir? Mais je pense quand même que c'est ce qu'il
convient à la France. D'abord, la France est restée très monarchienne. Il n'est que de regarder la Constitution de la Ve République. Elle est quand même très monarchienne. Elle convenait d'ailleurs très bien à un général de Gaulle. Elle convient beaucoup moins bien à un François Hollande, soyons clairs. Bon, et le suivant. Il s'est bien plu dans les heures de la République. Ça lui convenait parfaitement. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Je reste quand même convaincu qu'effectivement, et pour obtenir un authentique vivre ensemble, il faut un homme qui soit au-dessus des intérêts et des lois démocratiques. Il faut qu'il soit garant de la réalité de la France. Je ne vois pour cela qu'un roi oint par le Seigneur, parce que ce roi n'a pas besoin d'être populaire. Un roi de France n'aurait jamais accepté la loi pour l'avortement. Un roi de France n'aurait jamais accepté la loi pour le mariage entre personnes du même sexe, ce que j'appelle les lois obscènes ou les lois génocidaires pour ce qui concerne l'avortement. Un roi doit être au-dessus de cela. Et donc, moi je verrais effectivement très bien, alors on est dans l'utopie me direz-vous, mais quoique, on pourrait y revenir. Un roi donc qui ne serait pas comme la reine d'Angleterre, avec un aspect un petit peu potiche, un roi qui disposerait d'un authentique pouvoir, qui n'empêcherait pas... Un roi absolu, alors. Un roi, pas tout à fait. C'est-à-dire que ça n'empêcherait pas l'élection d'un Premier ministre, selon les évolutions. Moi, je peux très bien comprendre qu'à un moment donné, une sensibilité de gauche puisse l'emporter, surtout avec les médias dont vous parliez tout à l'heure. C'est ce que vous dites d'ailleurs, que la France était une monarchie de gauche. Bien sûr. Donc, moi, je verrais très bien la possibilité, selon la versalité du peuple, qu'à un moment donné, ce soit une majorité de gauche qui l'emporte, et puis le lendemain, selon le principe de l'alternance, je n'aime pas ce mot, une majorité de droite. Du moment qu'il y ait un roi au-dessus de cette masse, qui n'a pas besoin d'être populaire, donc qui n'a pas besoin d'aller flatter le peuple là où ça le tracasse, et qui serait garant des valeurs qu'on n'a pas à soumettre à l'aura popularis. Et justement, on arrive vers la fin de cet entretien, Jean-Michel Thouvenin, ce vivre ensemble, il est impossible, selon vous, si on ne s'adapte pas à l'apprentissage du pardon, à l'apprentissage d'une foi en un Dieu authentique. Est-ce que vous pensez que, en plus du rétablissement d'une monarchie en France, est-ce qu'on devrait rétablir la religion catholique comme religion d'État ? Je pense que... Alors, ça serait bien sûr difficile à faire admettre à la mentalité d'aujourd'hui, il faudrait la préparer, mais je pense que c'est le meilleur rempart contre, 1, la guerre civile au bord de laquelle nous sommes, 2, contre l'islamisation qui hier était rampante et sournoise et qui aujourd'hui n'a plus aucun complexe et s'impose. On ne luttera pas contre l'islamisation de ce pays par les droits de l'homme et la tolérance. D'ailleurs, je fais un procès également sur La République ne permettrait pas le pardon, selon non, vous. Le pardon, c'est une valeur divine par excellence et la République en est totalement incapable, surtout quand on sait d'où elle est issue, c'est-à-dire d'une révolution qui n'a fait sans pardon et sans merci. Jean-Michel Thouvenin, c'est ma dernière question. Vous proposez plusieurs solutions pour rassembler les hommes derrière la France authentique et éviter ce que vous venez de citer, la guerre civile. Quelles sont ces solutions, ces pistes ? Donc la première que je vois bien sûr, c'est un retour à un authentique patriotisme. On ne peut, avant de parler de vivre ensemble, il faut se mettre d'accord sur le cadre dans lequel on va vivre. Ce cadre, la France, mais la France, quand on l'aime vraiment, on l'aime charnellement. On l'aime charnellement, on l'aime pour ce qu'elle est, pour sa forme, pour son histoire. Un patriotisme honnête, vous dites, parce que justement vous citez le cas du patriotisme que les politiques de gauche invoquaient à l'époque en disant il faut être patriote, payez vos impôts en France. Voilà. Par exemple, le patriotisme fiscal, c'est une façon éhontée de s'emparer du patriotisme, surtout de la part des gens de gauche qui ont traité de fachos. Je l'ai subi cruellement dans ma jeunesse, qui ont traité de fachos les gens qui se disaient ouvertement patriotes. Donc ces gens-là ont toujours critiqué le patriotisme, sauf le patriotisme chinois, vietnamien ou soviétique. Ceux-là, c'était des bons patriotes. Mais le patriotisme français, c'était forcément des fachos. Donc ces gens-là qui ont critiqué, stigmatisé, conspué les patriotes, on parle maintenant de patriotisme fiscal, de patriotisme social. C'est une véritable... récupération. Donc recréer, refonder un
authentique patriotisme, D'accord. sur l'amour et la conscience. Mon premier essai sur l'identité nationale dit du sentiment à la conscience. Le patriotisme est d'abord un sentiment qui devient conscience collective. Et cette conscience collective, c'est le patriotisme. Sans ce patriotisme, il n'y aura pas de vivre ensemble possible. Ensuite, Donc, patriotisme. Ensuite, effectivement, réhabilitation des valeurs. Nous sommes dans un monde en dérive de repères, en dérive de valeurs, puisque les valeurs sont toutes relatives, on finit par oublier qu'il y a aussi des vérités révélées. Ah, mais évidemment, quand on n'est plus chrétien, on n'imagine pas. Donc, redonner un sens aux véritables valeurs. Et ça a commencé par le sens des mots. On parlait tout à l'heure d'imposture sémantique, s'emparer des mots qui peuvent détruire la pensée. Eh bien, réhabiliter le sens des mots. Quand on parle de paix, il ne s'agit pas de la paix d'Allah, il s'agit de la paix universelle. Catholique veut dire universelle. Quand on parle de Parce que la paix d'Allah, elle peut être universelle. L'islam est un universalisme, mais à condition de se soumettre. Voilà, de se soumettre, ce qui est hors de question pour les gens qui ne sont pas, qui ne considèrent pas que Allah est Dieu. Je suis désolé, nous n'avons pas le même Dieu. Par conséquent, nous ne pourrons pas avoir le même sens. Donc on ne peut vivre ensemble que si les mots ont le même sens. Moi, quand je parle de paix, surtout en tant qu'ancien militaire, je sais très bien de quoi je parle et je peux le faire comprendre à mes amis ou même à mes concitoyens. Est-ce que vous pouvez revenir, Jean-Michel Touvenin, sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'entre musulmans et catholiques, on n'a pas le même Dieu? Oui, alors on n'a pas le même Dieu. Nous, catholiques, avons un Dieu trine. Père, Trinitaire, Fils, oui. Trinitaire, Oui, un Dieu trine, oui. Père, Fils et Esprit. Le musulman ne reconnaît pas la divinité de Jésus et nous appelle, nous, qui croyons en la Sainte Trinité, il nous appelle les associationnistes. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous dire que nous avons le même Dieu? Même si M. Adel Boubacar, pour s'emparer de nos églises, a dit que nous avions des rites communs et fraternels et que l'on pouvait transformer nos anciennes églises en mosquées. C'est une véritable honte. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Et puis, je suis désolé, mais reprenons tout simplement nos évangiles. Après le Christ viendra l'Antéchrist. Qui est-ce qui est venu? Oui, méfiez-vous des faux prophètes. Oui, voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons constater aujourd'hui? Et alors, il y avait donc, la patrie, le retour à la patrie, le retour aux valeurs, le sens des mots. Voilà, une authentique éducation et non pas un lavage de cerveau, comme je dis effectivement. Et puis la fermeté également. Alors, l'indispensable fermeté, parce qu'il faut arrêter cette tolérance qui finit par se confiner à l'anarchie. Tout n'est pas permis au nom des droits de l'homme. D'ailleurs, droits de l'homme, eux-mêmes dévoyés, car les droits de l'homme sont d'abord divins. Il n'y a que 3 droits de l'homme. L'amour, la liberté et le pardon. Les droits de l'homme de la déclaration sulfureuse de 1789 sont des droits humains, ou d'ailleurs, quand on la relit bien, ce n'est pas le mot droit qui domine, c'est le mot loi. Ne nous trompons pas. Jean-Michel Touvenin, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Vivre ensemble, 3 petits points, à en mourir, essai sur une imposture sémantique, édité chez Osmose ». C'est un livre que je recommande à nos téléspectateurs, tant il est bien écrit, il est concis, il est clair. C'est un plaisir de lire cet ouvrage. Merci Jean-Michel Touvenin. Merci monsieur de m'avoir reçu.